Information sur le dossier MDPH, la carte mobilité inclusion et l'affiliation vieillesse. On a réactualisé un petit peu le support, enfin, les équipes de Toupie ont réactualisé un petit peu le support, voilà. Parce qu'effectivement, il y a des changements depuis septembre 2023, donc c'est tout récent. On va essayer de donner tout ça au mieux. Donc, ce qu'on va aborder aujourd'hui, c'est la présentation du dossier MDPH et section A, les cartes mobilité inclusion, l'affiliation vieillesse et retraite, et le reste du dossier MDPH avec les sections B, C, E et F. Hop. Voilà la tête de l'entête du dossier MDPH pour ceux qui n'auraient pas vu. Donc c'est un CERFA, hein, ça veut dire que c'est un document officiel. On peut le télécharger, on peut le trouver auprès de différentes administrations qui nous le fournissent volontiers. Voilà. Hop. Donc, un dossier unique pour toutes les demandes. Ça veut dire que même quand on fait un dossier pour un enfant, c'est le même dossier qu'on aura pour un adulte, sauf qu'on ne remplit pas tout à fait les mêmes choses. Donc, en l'occurrence, pour les enfants, sur ce CERFA, on demande l'AEEH, l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. On peut demander les cartes mobilité inclusion. C'était les anciennes cartes invalidité et priorité stationnement. Voilà. Donc, il y a différents détails qu'on verra tout à l'heure. L'orientation vers un établissement ou un service médico-social, la prestation de compensation du handicap et le projet de personnalisé de scolarisation et parcours et aide à la scolarisation. Ça, c'est un point souvent important. Et puis, du coup, l'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse des parents au foyer et qui va devenir un point intéressant maintenant que la loi a un petit peu changé dans ce domaine. Donc on va, parler du dossier MDPH en règle générale, donc le CERFA qu'on remplit, hein, qui est pas la partie médicale, qui est, vraiment la partie réservée à remplir par les parents. C'est 20 pages divisées en 6 parties. Donc il y a la section A qui est la présentation, l'identification de la personne et la signature. La section B qui est la vie quotidienne, la section C qui est la vie scolaire ou étudiante, parce qu'on n'a pas tous des enfants petits. La section D qui est la situation professionnelle, elle est en gris parce que ça ne nous concerne pas vraiment aujourd'hui. C'est pour les enfants, c'est pas quelque chose qu'on remplira en général, peut-être pour certains étudiants, et voilà. Sachant que Oui, les. Oui, juste, la situation professionnelle, oui, en fait, je crois qu'on peut faire une demande de RQTH à partir de 16 ans, à partir du moment où on peut entrer en apprentissage quand on est un jeune. Voilà, c'était juste pour c'est apporter ça. ça. Mais ça fera l'objet peut-être d'un autre webinaire, ou alors vous pouvez poser vos questions et on essaiera d'y répondre par la suite. Mais ça, à savoir que la situation professionnelle peut commencer pour une demande de RQTH à partir de 16 ans. Voilà. C'est ça, tout à fait. Heu, donc pour les plus grands, effectivement, à savoir que pour la MDPH, on est, dans la partie enfance jusqu'à 20 ans. Donc il peut effectivement y avoir, des besoins en situation professionnelle à ce moment-là. La section E, les demandes et droits, de droits ou de prestations, et la section F, la vie de l'aidant familial. Donc, qu'est-ce qu'on doit remplir? Ben, si c'est, la première demande, on coche. Si c'est, la regarde, voilà, si c'est, pas notre première demande, il faut voir si la situation médicale a changé ou si c'est une réévaluation. On va et le renouvellement des droits à l'identique, effectivement, on peut faire un renouvellement des droits à l'identique s'il y a rien qui a changé. En général, on refait un dossier quand, il y a quelque chose qui a changé, mais des fois, ça arrive que rien n'ait changé et donc on peut cocher cette case-là.
La partie F, donc sur les dents familiales, je pense qu'il est important de la remplir aussi. Après, on va voir comment on la remplit un peu plus tard. Mais c'est pas mal de cocher aussi ça dans ces cases-là au début. Donc la différence entre le renouvellement et la réévaluation-révision, le renouvellement, c'est des nouveaux droits à la date d'échéance des anciens, c'est-à-dire que notre dossier arrive à échéance. Et la réévaluation-révision, c'est-à-dire qu'en cours de droit, on se dit, ah ben, j'ai rajouté, je vais prendre l'exemple pour les enfants, j'ai rajouté une prise en charge que j'avais pas, j'ai vraiment besoin qu'on réévalue mes droits. Donc là, on fait une redemande, même s'il y a des droits en cours. Voilà. Donc c'est à ce moment-là qu'on cochera la case réévaluation et révision. Et si on fait un renouvellement et pas l'identique, on peut barrer à l'identique. Voilà. Donc, dans la partie, on pense être dans une situation nécessitant un traitement rapide de la demande. Donc ça, c'est important à remplir. Par exemple, ce qui peut être assez courant, c'est si on arrive dans moins de 2 mois à la fin des droits. Donc c'est important de le préciser. Ou si on a effectivement une plus grosse problématique. Vous n'arrivez plus à vivre chez vous, ça c'est plutôt pour les adultes ou les plus grands. Mais voilà, l'école ne peut pas vous accueillir ou voilà. Et après, le travail, c'est plutôt pour les adultes aussi, en général, mais voilà. Vous avez toutes ces possibilités-là, pour, expliquer que la situation peut être urgente. Donc il y a une possibilité d'étude en urgence d'une demande de PCH sous un délai de 15 jours et vous avez les textes de loi auxquels vous rapportez. Quand vous sera envoyé le support, parce que le support de formation vous a envoyé, vous pourrez, il y a le support en PDF et il y a le support sous PowerPoint. Et sous PowerPoint, vous pouvez aller voir les liens justement directement. Donc voilà. La situation reconnue comme urgente si le délai de la DPH est susceptible de compromettre le maintien ou le retour à domicile de la personne handicapée ou son maintien dans l'emploi ou de l'amener à supporter des frais conséquents pour elle qui ne peuvent pas être différés. Donc des fois, ça vaut le coup de demander, voilà, si c'est en urgence. Les pièces obligatoires à joindre au dossier. Le certificat médical de moins d'1 an. Il est valable 1 an. Donc, si vous n'avez rien de changé dessus et que vous avez fait une demande il y a moins d'1 an, vous pouvez refaire une demande et en gardant le même certificat médical, vous n'avez pas besoin d'en refaire un. Mais sinon, il en faut un. Et bien rempli de préférence. Le justificatif d'identité, le justificatif de domicile et le cas échéant, donc les adultes, l'attestation de jugement de protection en cours de en protection juridique, je vais y arriver, pardon. Et le projet de vie. Le projet de vie est une pièce très importante, contrairement à ce qu'on peut entendre parfois avec des gens qui pourraient nous aider à remplir le dossier NDPH. Le projet de vie est un point très important puisque à la NDPH, ça fait partie des pièces qui vont aider à donner l'image, puisque c'est un dossier et finalement, l'étude se fait sur dossier. Et donc, du coup, ça va donner l'image de vos demandes. Donc, la demande est accompagnée d'un certificat médical de moins d'1 an et le cas échéant, des éléments du projet de vie. Et vous avez des exemples de l'article de loi qui s'y rattache. Sous quelle forme? En remplissant le champ libre du dossier pages 8, 12, 16, 17 et 20 ou en joignant un écrit séparé. On évite de faire un projet de vie de 15 pages parce que sinon, c'est pas souvent lu. Il faut savoir que quand on étudie votre dossier à la NDPH, il y a très peu de temps d'étude de chaque dossier. Donc, il faut essayer d'être concis et factuel dans ce qu'on demande. Entre ce qu'on demande, le projet de vie, voilà, il s'articule en gros
sur ce qu'on demande. On peut présenter la personne avec ses pathologies, ses traitements, ses troubles, les conséquences que ça a, les demandes qu'on fait par conséquent, voilà, tout ça. Mais il faut essayer d'être vraiment concis dans ce qu'on demande pour présenter vraiment une situation et mettre les points en avant. Voilà. Et vous avez aussi la possibilité de voir sur Toupy des modèles de projet de vie pour une demande d'AEH. Alors, un petit quiz. À votre avis, hop, non, je ne fais pas la bonne chose, moi. Hop, il faut que je fasse retour. Voilà. Donc, je vais lancer le sondage. Voilà. À votre avis, quel est le temps moyen d'un agent de la MDPH qui consacrera à l'instruction de votre dossier? Donc 1 à 2 jours, 2 à 3 heures ou 5 à 20 minutes. Tu as quand même donné un petit indice tout à l'heure, Oriane. Oui, c'est vrai. Je vais plus vite que le webinaire. Non, mais on a le droit de donner des indices, hein, il n'y a pas de souci. Mais c'est juste pour rappeler Alors, aux gens qu'ils ont quelque part eu cet indice. un petit indice. Alors, on va mettre fin au sondage. Je vois que tout le monde a participé et je vous partage les résultats. En effet, voilà, comme 83% d'entre vous l'ont dit, c'est 5 à 20 minutes. Le temps, hop, je vais voir, on va passer à la diapo suivante parce que il me semble qu'il y a la réponse. Voilà. Voilà, 5 à 20 minutes, selon un rapport de la Cour des comptes de 2019. Donc, c'est effectivement très court et c'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut pas rédiger le projet de vie comme un texte littéraire, mais essayer d'être factuel et simple, tout en disant les choses, bien sûr, parce que c'est important. Donc, voilà deux autres cases qu'on peut cocher dans les échanges entre la NDPH et les pros qui suivent votre enfant. Donc, il y a soit j'accepte que la NDPH, pour mieux connaître ma situation, échange avec les professionnels qui m'accompagnent, soit je n'accepte pas. Donc, là, ça dépend d'un texte de loi et vous répondez comme vous le souhaitez selon votre situation. Je m'étais fait un petit. Non, je m'étais pas fait un petit. Voilà. Parce que j'ai des notes, je triche un peu. Donc, c'est à vous de voir. Par contre, peut-être si vous acceptez que la NDPH communique avec les professionnels qui vous accompagnent, peut-être faites attention quand même d'être OK avec ce que les professionnels pourraient dire ou pourraient communiquer et d'être en confiance avec ces professionnels-là. C'est une petite alerte quand même qui peut être importante. Voilà. Pour pas que, parce que je rappelle que le dossier NDPH, ce sont les représentants légaux de l'enfant ou de la personne qui le font et que c'est bien de savoir ce qui s'y passe et de savoir ce qui s'y est dit, etc. Pour pas passer complètement à côté de quelque chose. Alors, procédure simplifiée ou non. On pourrait demander, on a une case à cocher, je souhaite bénéficier d'une procédure simplifiée si je suis dans des cas suivants. Voilà. Alors, attention, on va mettre un attention. Dans ce cas-là, on ne peut pas être reçu par la CDAPH pour aller défendre son dossier, si on fait cette demande. En pratique,
il est difficile de faire valoir le droit d'être reçu par la CDAPH. Parce que la commission examine, entre 500 et 1 000 dossiers, selon les MDPH. Donc tout le monde ne peut pas être reçu, mais c'est un droit. Donc si vous avez envie d'y assister, il faudra, le demander. Voilà. Et pour la case donc on souhaite bénéficier, pardon, d'une procédure simplifiée, le fait de cocher ou non cette case n'a pas beaucoup de conséquences en pratique. Parce que, ça ne fait pas s'ouvrir plus vite le dossier. Donc, voilà, à vous de voir si vous voulez la cocher, mais ça change pas grand-chose, sauf le fait que dans ces cas-là, vous ne pourrez pas assister à la CDAPH. Alors, et maintenant, on va passer aux cartes mobilité inclusion. Donc il y en a plusieurs. Il y en a 3 exactement. Il y a la CMI priorité, il y a la CMI invalidité et la CMI stationnement. Donc, on les demande auprès de la MDPH, mais c'est délivré par le président du conseil départemental et vous avez un lien pour avoir toutes les informations sur les types de cartes de mobilité inclusion, sur le site du service public. Donc, je vous invite à aller, creuser quand vous aurez reçu le le support de formation, si vous avez des questions, plus poussées de ce côté-là. Alors, la CMI priorité, c'est pour les personnes concernées. C'est l'incapacité inférieure à 80 rendant la station, debout pénible, par exemple. La priorité pour les files d'attente. Donc ça, c'est ce à quoi ça donne droit, pardon. La priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et en salle d'attente. Et dans les établissements et services accueillants du public. Et la durée pour laquelle elle est délivrée, c'est 1 à 20 ans. La semi-invalidité. Donc les personnes concernées, c'est le taux d'incapacité supérieur à 80 hein, le taux de reconnaissance à la MDPH. Ou alors, l'invalidité de catégorie 3 au groupe 1 et 2 de la grille Agir. La mention du besoin d'accompagnement, donc pour les enfants, seulement si le droit à un complément 3 d'AEH au minimum. Ou pour les adultes, si besoin d'une aide humaine, notamment bénéficiaire de la PCH et de l'IBAN. Et puis, évidemment, la mention besoin d'accompagnement cécité si la vision centrale est inférieure à 1/20 de la normale. Donc ça, c'est pour la CMI invalidité. Et ça donne des droits, cette CMI invalidité, donc des droits identiques à ceux de la carte priorité. Priorité d'accès évidemment aux places assises et en transport en commun, les salles d'attente, les établissements, etc. La priorité dans les files d'attente et des droits supplémentaires, l'avantage fiscal, une demi-part supplémentaire pour l'impôt sur le revenu et les avantages commerciaux, par exemple avec la SNCF, la RATP ou certains musées. Donc ça, c'est vraiment pour les personnes qui ont une reconnaissance supérieure à 80 et qui donc ont cette carte, invalidité. La carte mobilité inclusion mention invalidité est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d'incapacité d'au moins 80 et dont la limitation d'activité ne sont pas susceptibles d'évolution favorable. Donc ça, c'est la description de la loi. Sinon, c'est pour une attribution de 1 à 20 ans selon la situation. Alors, il faut faire attention parce que sur les nouvelles cartes, CMI, c'est tout marqué, CMI et puis après, il y a la mention invalidité ou la mention priorité et cetera. Et là, des fois, du coup, ça peut porter à confusion et il faut bien, faire attention à celle qu'on a parce que ça donne pas tout à fait les mêmes droits. Un petit quiz. Hop.
Alors, hop là. Les conditions pour avoir la carte de stationnement. Donc seulement si on a un handicap, par exemple moteur, alors je vais pas voir, hop, qui réduit, l'autonomie, des déplacements à pied ou si on a besoin d'accompagnement par une tierce personne pour ces déplacements. Donc dans quel cas on peut avoir la carte de stationnement? C'est à vous de voter. J'espère que je parle pas trop vite, sinon vous me le dites, hein. Alors. Ça y est, tous ceux qui voulaient voter ont voté? Alors, on va mettre fin au sondage. Je vous partage les résultats. Vous voyez que 76 d'entre vous ont répondu si on a besoin d'accompagnement d'une tierce personne. Je vais arrêter le partage et on va hop, voilà et on va aller voir le résultat. Effectivement, si on a besoin d'accompagnement par une tierce personne pour ses déplacements. Et donc, on va effectivement parler de la CMI stationnement. Donc, les personnes concernées, le handicap qui réduit de manière importante et durable la capacité à l'autonomie de déplacement à pied ou besoin d'accompagnement d'une tierce personne dans ces déplacements, ou classés groupe 1 et 2 de la grille Agir. Droit, les places de stationnement dédiées et la gratuité sur les places de stationnement publiques. C'est une question qu'on voit régulièrement passer. Heu, les stationnements publics uniquement, c'est-à-dire que si vous rentrez dans un stationnement privé avec barrière, ben, vous n'avez pas forcément la gratuité. Donc c'est important de savoir, si c'est une place de stationnement public ouverte ou si vous êtes sur un parking privé. Voilà et les places dédiées, bah, ce sont les jolies places, marquées avec, le bleu et cetera. Donc ça, c'est pour une durée de à 1 à 20 ans. Il faut savoir que dans pour le délivrement des CMI stationnement, il y a, des MDPH qui, avaient élargi un petit peu les critères. Aujourd'hui, selon la loi, il y a des critères très, très spécifiques, de périmètre de marche restreint. Et donc certaines MDPH reviennent bien, sur, cette expression de la loi au sens strict. C'est-à-dire qu'elles accordent la carte de stationnement quand il y a vraiment, un élément médical qui, explique bien cela. Et donc c'est pour une durée de 1 à 20 ans. Donc la CMI les CMI, toutes, sont imprimées par l'Imprimerie nationale. Donc une fois que la décision d'attribution est prise, la MDPH envoie des identifiants. Et il faut, aller suivre, envoyer la photo et suivre, la fabrication de la carte sur, le lien de l'Imprimerie nationale. Et toute demande, de duplicata peut se faire aussi via ce lien-là, sur l'Imprimerie nationale. Est-ce que pour l'instant tout le monde suit?
Donc, nous allons passer, à l'assurance, l'affiliation des parents à l'assurance, vieillesse et donc c'est là qu'on a des changements pour cette année, depuis cette année. Donc, sauf cas particulier, pour prendre sa retraite, à partir de 2030, il faudra attendre l'âge de 64 ans. Pour avoir une retraite dite à taux plein, il faudra valider 172 trimestres pour les personnes nées après 1965. Et si on n'a pas atteint les 172 trimestres à l'âge de 67 ans, on pourra quand même prendre la retraite à taux plein à 67 ans. On a un petit lien pour les personnes nées avant 1965, donc celles qui seraient intéressées pourront aller voir avec le support, cliquer sur le lien et suivre, l'information. Un dernier petit quiz. Donc, hop, je le lance. Donc voilà, vous avez dû arrêter de travailler pour vous occuper de votre enfant mineur handicapé à plus de 80%. Selon vous, depuis que vous avez arrêté de travailler, avez-vous acquis des droits à la retraite? Et les réponses possibles, c'est non, car je n'avais plus d'activité professionnelle. Oui, mais seulement si j'avais la PCH aidant familiale. Hop. Ah, oh mince, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une bêtise. Là. Hop. Pardon. Oui, mais seulement si j'avais la PCH aidant familial, car j'avais un statut d'aidant familial, ou oui, car mon enfant est handicapé à plus de 80%. Donc je vous laisse répondre. Voilà, je fais des bêtises. Alors, on va mettre fin au sondage. Je vous partage les résultats. Vous pouvez voir que c'est assez partagé comme réponse. Donc, on a bien fait de faire une précision sur ce droit-là. Ça reste assez flou, je pense, pour tout le monde d'ailleurs. Et donc, hop, on va aller voir la réponse. Et donc, c'est oui, car mon enfant est handicapé à plus de 80%. Donc voilà, quand l'enfant était handicapé. Alors, on a laissé ce quiz-là, mais effectivement, ça change à partir de ce mois-ci. Donc, on va expliquer pourquoi et comment ça change, parce qu'avant, c'était seulement pour les enfants handicapés à plus de 80%, reconnus handicapés à plus de 80%. Donc, qu'est-ce que c'est que la filiation vieillesse des parents au foyer et pourquoi? La VPF permet de cumuler des droits à la retraite, même si on ne travaille pas. Concrètement, la CAF ou la MSA, pour ceux qui dépendent de la MSA, cotise pour vous comme si vous étiez rémunéré au SMIC. Et on peut aussi parler, parce que dans les nouveaux articles de loi et dans les nouveaux articles publiés ces temps-ci, on entendra parler d'assurance vieillesse des aidants. Mais ça reste la même chose. Et sur le dossier MDPH, pour l'instant, c'est toujours AVPF. Donc, conditions liées au handicap. Donc, on va essayer de répondre à un maximum de questions sur ce sujet-là, mais comme on vient de le dire, c'est très, très, très récent puisque c'est depuis septembre 2023. Donc, il se peut qu'il reste des points sur lesquels on n'a pas encore tout à fait de réponse. Et dans ces cas-là, vous pourrez écrire à Toupie et on vous répondra dès qu'on aura trouvé
les choses un peu plus concrètement. Donc, personne bénéficiaire de l'AJPP. L'AJPP, c'est ce qui permet de rester auprès de son enfant en attendant des fois d'avoir un dossier MDPH ou voilà, quand on travaille, de prendre des jours pour accompagner son enfant. Les enfants handicapés à charge, non admis en internat. Donc, avant septembre 2023, c'était que pour les taux d'incapacité supérieurs à 80%. Et puis, depuis septembre 2023, c'est pour ceux qui ont un taux supérieur à 80% ou supérieur à 50% et éligibles au complément d'AEH. Et ça s'applique donc à partir seulement de la date d'application de la réforme. Donc, c'est-à-dire que pour ceux qui ont des enfants entre 50 et 80. Excusez-moi, j'ai mon fils qui vient m'interrompre, je suis désolée. Et là, tu sors. Tu sors, non, elle est là où ta calculatrice, mais tu sors. Tu sors, s'il te plaît. Je suis désolée, les impondérables avec des enfants. Donc, je reviens à mon support. Donc, pour des parents qui auraient des enfants qui sont reconnus entre 50 et 80%, il va falloir aller surveiller votre compte CAF parce que normalement, c'est une affiliation automatique et ça sera à partir de septembre. Donc, logiquement, comme la CAF travaille en mois échu, il faudra peut-être aller regarder à partir du mois d'octobre pour voir si vous êtes bien affilié à ce système-là. Si vous avez un enfant reconnu entre 50 et 80% et éligible au complément d'AEH. Pour l'instant, voilà ce qu'on en sait. Et puis, avant octobre 2014, il y avait des conditions de ressources du foyer qui n'existent plus pour l'instant. Et donc, la suite. Il y a aussi la possibilité d'être affilié quand on a un adulte handicapé à charge qui a un taux d'incapacité supérieur à 80% et qui nécessite, donc je dis bien et, les deux conditions sont importantes, qui nécessite la présence ou l'assistance reconnue par la CDPH d'une tierce personne. Et puis, depuis septembre 2023, les personnes en congé de proche aidant ou travailleurs non salariés ayant interrompu son activité pour s'occuper d'un proche handicapé ou en perte d'autonomie. Donc, ça aussi, ça fait entrer plus de personnes dans le cadre de la VPS. Les autres cas, donc, il existe d'autres cas non liés au handicap où vous pouvez être affilié à la VPF, exemple, personne bénéficiaire d'un complément familial ou de la prestation d'accueil du jeune enfant, de la prestation partagée d'éducation de l'enfant. Et dans ces cas-là que je viens de citer, dans ces deux ou trois cas-là que je viens de citer, il y a des conditions de ressources. Donc, la demande, il faut cocher la case dans le dossier MDPH, donc dans la partie nécessaire pour l'affiliation, pour en faire la demande. Et pour les parents qui ont un enfant qui remplit les critères de l'AVPF, certaines MDPH ne notifient pas ce droit car elles considèrent que la CAF doit prendre en compte automatiquement. Donc, je vous invite, pour ceux qui font des dossiers, à le cocher. Toupie, déjà dans ses formations, même l'année dernière, a invité les gens à cocher. Et puis, en fait, après, vous avez normalement la CAF qui doit prendre en compte les choses automatiquement. Donc, vous n'aurez pas forcément de décision émise par la MDPH, mais il faudra vérifier auprès de la CAF que ça soit bien effectif parce que si vous rentrez dans les critères, il n'y a pas de raison. Et peut-être qu'il faudra un peu de temps pour que les CAF mettent les choses en route. Donc, vous pouvez aller les solliciter sur la question. Donc, voilà, entre autres, la case qu'il faut cocher. Donc, en partie E, dans l'expression des demandes, affiliation gratuite à l'assurance vieillesse des parents au foyer pour les moins de 20 ans, puisqu'on est sur les dossiers ADPH enfants en l'occurrence.
Et alors, on a fait une petite information sur les modalités de calcul si on l'aperçoit en tant que bénéficiaire de l'AJPP. Donc, la CAF cotise pour chaque demi-journée d'AJPP sur la base de la moitié d'un 20e de 169 fois le SMIC horaire en vigueur au 1er juillet de l'année civile précédente. On a un exemple qui est tout écrit. Donc, on explique qu'au 1er juillet 2022, puisque l'année précédente, comme on est en 2023, on se rattache à 2022, on a 10,85 € le SMIC horaire brut. Et pour une demi-journée d'AJPP, donc, la CAF cotise, en faisant tout le calcul, 41,67 €. Et si on prend un mois entier, la CAF cotise sur la base de 1833,65 €. Et tout ça est expliqué dans l'article de loi du Code de la sécurité sociale, que je vous inviterai à aller voir, évidemment, si ça vous intéresse. Et là maintenant, les modalités de calcul sur la personne en tant qu'aidant d'un enfant ou d'un adulte handicapé. Donc, on peut être affilié à l'AVPF si on ne travaille pas ou si on travaille à temps partiel et que les ressources professionnelles sont inférieures à 2 309,58 € par mois en 2023. Ou alors, si on ne travaille pas ou qu'on travaille à temps partiel avec des revenus professionnels inférieurs à 498,58 € par mois en 2023. Donc, la CAF cotise à ce moment-là pour vous sur une base équivalente de 100% du SMIC. Si on travaille à temps partiel et que les revenus professionnels se situent entre 498 et 2309,58 par mois, la CAF cotise sur une base équivalente à 50% du SMIC. Donc, tout ça, c'est cité pareil dans l'article du Code de la sécurité sociale. C'est encore un peu nouveau aussi pour nous. Donc, il faudra regarder un peu plus en détail. Et donc, comment vérifier? Voilà, j'ai encore anticipé, hein. Vérifier que vos droits à l'assurance vieillesse des parents au foyer ont bien été pris en compte par la CAF ou vérifier sur le site de l'assurance retraite. Donc, vous aurez le lien dans le support. Effectivement, ça peut être intéressant de vérifier parce que certains parents s'en soucient pas tout de suite, mais ça peut être intéressant de savoir si on a acquis un peu plus de droits. Voilà. Alors, AVPF et majoration des trimestres à ne pas confondre. Donc, il existe un autre mécanisme qui s'appelle la majoration des trimestres de retraite. Et ça, c'est autre chose que l'affiliation à l'assurance vieillesse. Cette majoration permet de compléter vos trimestres si vous n'avez pas atteint 172 trimestres cotisés requis à la fin de carrière pour une retraite à taux plein. Elle ne permet pas de prendre sa retraite plus tôt que l'âge légal de la retraite et la majoration des trimestres est prise en compte en fin de carrière sur présentation d'un justificatif. Donc, il n'y a pas de demande à la MDPH à faire, mais du coup, voilà, on peut avoir le droit à une majoration de trimestre. Alors, combien? Si on est un assuré, on a élevé un enfant handicapé à plus de 80%, condition percevoir l'AEH plus le complément ou la PCH. On a un premier trimestre à la date d'attribution de l'AEEH, plus un trimestre tous les 30 mois, dans la limite de 8 trimestres maximum en tout. Donc ça, c'est dans la partie privée, parce qu'il y a une différence entre privé et public. Et chacun des deux parents peut bénéficier de cette majoration et c'est cumulable avec la majoration pour enfants 8 trimestres qui peuvent être pour les enfants nés ou adoptés après le 1er janvier 2010, qui sont répartis entre le père et la mère, ceux-là. Voilà. Et là, c'est pareil, vous avez la référence légale, comme ça vous permet d'aller creuser.
Je vois que vous discutez beaucoup dans les discussions. Je vous invite, si vous avez des questions à poser, à les poser plutôt dans l'onglet questions-réponses pour, que Mathilde puisse essayer de vous répondre. Si vous avez des questions un peu particulières. Pour qu'on passe pas à côté. Alors, dans le privé, effectivement, c'est un peu différent. On n'est pas tous logés à la même enseigne. Donc, c'est aidant d'un adulte handicapé à plus de 80 %. Les conditions, assurer la charge permanente d'un adulte handicapé. Ah non, ça, c'est la suite. Ah oui, toujours dans le privé, pardon. Si on a un adulte handicapé à plus de 80 %, donc il faut assurer la charge permanente, nécessiter la présence, enfin que ça nécessite la présence soutenue et continue, et avoir cessé son activité. Et donc c'est un trimestre tous les 30 mois dans la limite de 8 trimestres maximum, toujours, et donc ça, c'est pour la partie si on accompagne un adulte. Hop, et donc si un aidant n'a pas validé 172 trimestres à l'âge de 65 ans, il peut quand même prendre sa retraite à taux plein s'il remplit les conditions suivantes. Il a interrompu son activité professionnelle pendant au moins 30 mois consécutifs. Donc 30 mois, c'est assez long, hein, il faut, quand même, rester longtemps sans activité. Et il a perçu la PCH en tant qu'aidant dédommagé ou aidant salarié du proche handicapé. Et donc les conditions, sont cumulables, hein, et alors pour les personnes, du public, donc les fonctionnaires, c'est pas la même chose. Donc c'est parents ou beaux-parents d'un enfant handicapé à plus de 80 %, c'est un trimestre tous les 30 mois dans la limite de 4 trimestres maximum en tout, et chacun des 2 parents peut bénéficier de cette majoration, cumulable avec la majoration pour, enfants, que peuvent avoir les femmes, fonctionnaires. Et voilà, vous avez un site où vous pouvez aller voir le site de la CNRACL pour voir un petit peu plus de détails. Mais effectivement, du coup, les salariés, du public n'ont droit qu'à 4 trimestres maximum. Hop. Et puis par contre, il y a des départs anticipés possibles dans le public. Donc pour les, parents ou beaux-parents d'un enfant handicapé à plus de 80 %. Après 15 ans, de durée de service effective, interruption pendant au moins 2 mois consécutifs, donc avec différents congés possibles sur la maternité, la parentalité et cetera, ou la disponibilité, ou la réduction d'activité pour s'occuper de l'enfant pendant 4 à 7 mois. Pas d'âge minimum pour le départ à la retraite, mais si le fonctionnaire n'a pas acquis le nombre de trimestres requis pour une retraite à taux plein, il y aura une décote. Voilà, et vous pouvez, trouver plus d'informations sur le site du ministère de l'Intérieur. Donc c'est encore un lien que je vous inviterai à aller visiter si vous êtes dans ce cas-là ou si ça vous intéresse. Hop. J'espère que j'ai été assez claire sur, l'assurance, retraite. Je vais vous laisser quelques minutes si vous avez encore des questions, un petit peu plus poussées. Je voulais vous préciser, quand on parle d'AJPP, on parle d'allocation journalière de présence parentale qui est, donnée par la CAF par rapport, à ce congé qu'on prend, quand on travaille ou quand on est, il me semble que c'est valable aussi quand on est au chômage. Il y a, il y aura sans doute une formation un petit peu plus poussée, là-dessus.
Donc, si vous suivez Toupie sur les réseaux ou si vous suivez avec les mails, vous verrez qu'on doit présenter une petite formation sur le sujet de la JPP. Oriane, est-ce que je peux te poser une Oui, question en direct du coup, puisque je t'en il y a prie. une question qui tombe en phase. Donc voilà, nous avons arrêté, ma femme et moi, notre activité. Est-ce que la VPF se met en place automatiquement du fait que notre enfant a un taux de plus de 80% avec PCH? Ça, c'est la première Alors, partie de la question. oui. Alors, normalement, oui. Mais ça va être à vérifier. Comme c'est tout neuf et tout nouveau, c'est pas dit que les CAF le mettent tout de suite en place. Donc, il va falloir suivre ça parce qu'il y a une histoire aussi de décret qui a été publié et qui sont pas encore tous, tout n'est pas encore noté dans les décrets. Donc, il va falloir suivre ça et je pense que l'équipe de Toupie vous enverra peut-être plus de précisions ou il faut pas hésiter à revenir et à suivre l'affaire et à revenir poser la question. Dans tous les cas, pour l'instant, ce qui est conseillé, c'est de se tourner vers la CAF quand, donc à partir du mois d'octobre, puisqu'on laisse le mois de septembre passer, puisque c'est à partir du mois de septembre, et donc tourner vers la CAF et de leur poser la question avec les références légales et de voir ce qui sera fait. Et sinon, d'aller réinterroger Toupie sur le sujet pour voir si c'est lancé ou pas. Voilà Voilà. ce qu'on peut en Donc dire quelque pour part, l'instant. tu réponds aussi partiellement à la deuxième partie de la question, c'est est-ce que sur le compte CAF Internet, on peut savoir si ça a bien été mis en place? Donc tu l'as dit précédemment qu'il faut surveiller Oui, via ce compte, mais que dans tout état de cause, si c'est pas indiqué, on peut se tourner vers la CAF en fait. c'est ça, on peut leur poser la question. Soit vous avez la possibilité de poser la question via, via les mails. Ils répondent, ça laisse une trace écrite et ils répondent aussi par écrit, donc c'est plus clair. Et puis, au niveau vous pouvez aussi aller vérifier dans les diapos précédentes, c'était donné, allez vérifier sur votre compte retraite en créant votre espace compte retraite, même si certains en sont loin, c'est pas mal d'aller vérifier sur ce biais-là et de suivre un petit peu ce qui s'y passe. Et puis, effectivement, sinon, il faudra réinterroger les équipes de Toupie pour savoir si ça doit être mis en place et pourquoi et comment on peut faire pour le faire valoir, parce que je ne suis pas sûre que les CAF mettent tout de suite en place d'office. On sait bien que l'application entre les décisions et l'application des décisions, c'est parfois un petit peu plus complexe. Voilà. Et on me demande également s'il Oui, y a une rétroactivité. Je ne non. pense pas. Non, il n'y a pas de rétroactivité, ça a bien été dit dans le support. Ça sera valable qu'à partir du moment où le décret a été signé, c'est-à-dire septembre 2023. Donc, il n'y a pas de rétroactivité malheureusement, mais voilà, à partir de septembre 2023 seulement. C'était tout, c'est la question tombait C'était tout. au fil de l'eau, puisqu'on était en train Oui, de clore cette partie. Donc c'est pour ça que je me suis permis de la poser directement. tout à Mais fait. j'ai gardé quelques petites questions pour la fin, quand même, puisqu'on a un temps de Oui, questions-réponses aussi à la fin. c'est ça. Donc, nous passons à la suite du reste du dossier MDPH, les sections B, C, D et F, qu'on n'a pas encore vu. Donc, pour rappel, la section B, c'est la vie quotidienne. La section C, c'est la vie scolaire ou étudiante. La section D, la situation professionnelle. Comme disait très justement Mathilde au début, ça peut aussi concerner des jeunes en apprentissage ou qui commencent à travailler pour la RQTH. Je vais y arriver. La section E, la demande des droits ou des prestations. Et la section F, la vie de l'aidant familial. Donc, la vie quotidienne. Là, on remplit toujours cette partie-là pour la personne
en situation de handicap. Donc, si vous êtes parent, vous remplissez pour votre enfant. Donc, on coche la case avec vos parents, enfin la plupart du temps avec vos parents, si ce sont des jeunes enfants, voilà. Il faut bien se mettre à la place de la personne, de remplir pour la personne et pas pour vous. Cette partie-là, des fois, c'est une question qui revient de la part des familles, de savoir si on remplit pour nous ou si on remplit pour l'enfant. C'est vraiment pour la personne qui est en situation de handicap, hein, c'est son nom, c'est son dossier. Donc il faut mettre où on vit effectivement, vous avez plusieurs, réponses possibles. Donc c'est la vie de la personne en situation de handicap et pas la personne qui remplit le dossier, si c'est pas la personne handicapée. Donc je prends l'exemple des parents parce que c'est souvent le cas. On va pas demander à nos enfants de le remplir, c'est déjà assez compliqué pour nous. Voilà. Donc il faut bien se placer de la point de vue de l'enfant. La présence d'une tierce personne, auprès, de l'enfant, donc ça, c'est, voilà, il faut, vous replacer du point de vue de l'aidant familial, là, à ce moment-là. Pour le barème d'AEH, dépend entre autres du fait que le handicap contraigne le parent à réduire son temps de travail ou à arrêter de travailler. Donc ça, c'est très important de le spécifier là, si c'est le cas. Et le taux horaire, de PCH aidant familial, si le parent ne travaille est plus élevé si le parent ne travaille pas à temps plein et le plafond est plus élevé s'il arrête de travailler. Donc c'est très important pour ces 2 parties de pouvoir, cocher, si vous avez une réduction de travail. Alors attention, si vous avez arrêté de travailler il y a 4 ans et qu'aujourd'hui vous avez un enfant en situation de handicap, vous n'avez pas arrêté de travailler pour lui parce qu'il est né, mettons il y a 2 ans. Vous voyez? Donc il faut que ça soit clair, on ne coche cette case que si on arrête vraiment et si on diminue son temps de travail pour son enfant. Il faut, que ça soit, cohérent. C'est pas si votre enfant est né il y a 2 ans, mais que vous avez arrêté de travailler il y a 4 ans, ça ne rentre pas dans ce cadre-là. Par contre, ça peut, rentrer dans ce cadre-là, si, votre enfant est, à domicile et que vous avez, pas de solution, pour lui ou scolarisé à domicile, par exemple et du coup, là, effectivement, vous pouvez pas, travailler et ça, c'est reconnu quand même par la MDPH. Donc là, oui, vous pouvez mettre, qu'on doit renoncer à un emploi, par exemple, à ce moment-là. Même si vous renoncez pas, si vous n'avez pas renoncé, effectivement, juste pour votre enfant directement. Mais le fait qu'il soit reconnu en instruction, par exemple à domicile, à ce moment-là, vous pouvez justifier que vous ne pouvez pas être en emploi. Hop. Pour plus de clarté, si vous ne travaillez pas du tout, vous pouvez barrer la partie «Exercez-vous une activité à temps partiel?» Voilà. Comme ça, c'est plus des fois, c'est plus simple pour, les agents de la MDPH qui vont remplir, ou lire le dossier. Et si vous ne pouvez pas travailler du fait du handicap ou même si vous ne travailliez pas avant, cochez «Oui». Parce que voilà, on reste, cohérent dans ce qu'on demande. Frais liés au handicap ou restant à charge. C'est un petit tableau qui est très important de remplir sur, je pense pour les enfants, en général, les frais engagés, ça peut être des prises en charge, psychomote, ergothérapeute, ce qui n'est ceux qui ne sont pas pris en charge évidemment par la sécurité sociale, donc l'orthophoniste, le, le psychiatre, le pédopsychiatre, le neuropédiatre, eux, sont pris en charge par la sécurité sociale. Donc là, ce qu'on met dans ce tableau, c'est ceux qui ne sont pas pris en charge par la sécurité sociale et après les remboursements mutuels, par exemple, parce que certaines mutuelles vont rembourser une certaine partie des frais. Je sais pas, psychologue, ça arrive, ergothérapeute aussi, ça peut rentrer des fois dans le cadre. Donc il faut bien, penser dans ces cas-là, quand on remplit ce tableau-là, à mettre montant remboursé, c'est-à-dire, par exemple, par votre mutuelle, si vous avez, je sais pas, 2 séances de psychologue, remboursées par an, il faut bien les mettre dans cette partie-là, montant remboursé.
pour que la NDPH passe après, de toute façon, le montant remboursé déjà, si vous avez un autre système de remboursement, quel qu'il soit. Donc, c'est très important. Donc, vous mettez les frais à engager, par exemple, le psychologue, la fréquence une fois par semaine, le montant du devis que vous aurez demandé et le montant remboursé si c'est le cas. Et puis, vous pouvez apporter des précisions. Là, il y a 3 lignes sur le dossier MDPH. Si vous avez besoin de plus, vous avez le droit de faire le tableau sur un autre, support et de le joindre dans le dossier et puis vous pour plus de facilité, vous mettez voir tableau, annexe, par exemple, voilà. Soyons clairs dans facilitons le travail, de la NDPH pour lire notre dossier. Vous pouvez aussi, y mettre, dans ces frais, un frais de tableau kilométrique si vous avez beaucoup de déplacements pour aller, justement suivre des séances. Ça peut rentrer dans ce compte-là. Donc je vous invite à le faire à part, ça sera peut-être plus clair pour la NDPH. Donc, pourquoi c'est important? Pour le barème de l'AEH, parce que le barème de l'AEH pour frais dépend des frais liés au handicap, et puis la PCH aide technique ou aide spécifique et exceptionnelle, ou aide à l'aménagement du véhicule ou du logement, dépendent de ces frais. Donc, sur la PCH, c'est vrai que j'ai beaucoup parlé de l'AEH parce que c'est ce que je connais le mieux, mais sur la PCH, effectivement, vous pouvez avoir des aides spécifiques, des aides exceptionnelles ou des aides à l'aménagement du véhicule ou du logement, et effectivement, ça rentre dans ces frais-là. Évidemment, c'est sur facture ou sur devis. Donc, il faut bien penser à joindre les devis et les factures nécessaires. Et effectivement, si, c'est pas assez détaillé ou pas vous n'avez pas assez de lignes, vous pouvez faire un, tableau plus précis et on vous renvoie pour ceux qui ont assisté, puisque normalement vous êtes inscrits sur tous les webinaires, pour ceux qui ont assisté au webinaire sur l'AEH, il y a plus de détails à ce moment-là. Donc, les besoins de la vie quotidienne et donc c'est le fameux, cadre pour, le projet de vie. Je vais y arriver. Donc il faut bien préciser, les besoins de la vie quotidienne et de compensation liés à votre handicap ou celui de l'enfant, hein. Si vous dites pour votre enfant, il faut commencer par dire: «Je rédige ce projet pour mon enfant», et cetera. On le présente. Voilà. Il faut adapter les réponses à l'âge de la personne concernée par la situation du handicap en faisant apparaître, par exemple, pour les enfants, les éventuelles différences avec un enfant du même âge sans handicap. Surtout pour les plus petits, parce qu'effectivement la MDPH a du mal un peu à visualiser, la différence entre ce que ferait un enfant de 3 ans lambda, par exemple, et un enfant de 3 ans en situation de handicap. Effectivement, un enfant de 3 ans, même s'il n'a pas de handicap, il a quand même besoin d'une présence parentale très importante, c'est normal. Voilà. Donc c'est important de noter, de bien noter ces différences. Si on parle d'un enfant, on précise les besoins de l'enfant et pas celui du parent. Dans cette partie-là et dans le projet de vie. Les besoins d'aide correspondant à une aide humaine directement ou par exemple besoin d'être stimulé, guidé, incité verbalement ou une aide matérielle ou financière. Et le document correspond à l'expression des besoins ressentis. Une évaluation approfondie sera réalisée par l'équipe de la MDPH qui contactera, la personne qui a fait le dossier si c'est nécessaire. Voilà, la partie aussi très importante si on fait une demande de PCH, car elle reprend tous les besoins auxquels répond la PCH. Donc il ne faut pas hésiter à mettre vraiment les choses. Il faut se dire que le dossier MDPH, quand on le remplit, c'est vraiment une image de ce qu'on a besoin, de ce que la personne a besoin pour compenser. Et donc si on ne remplit pas selon les besoins, ça ne fera pas ressortir les besoins et du coup, la MDPH n'y répondra pas. Donc, pour prétendre à la PCH, on rappelle qu'un enfant doit avoir des difficultés absolues ou de difficultés graves dans la réalisation de ses activités, mobilité, entretien personnel, communication ou tâches exigeant général, et relations avec autrui, ou entreprendre des tâches multiples, et pouvoir prétendre à un complément d'AEH.
on n'a pas le droit à la PCH si on ne peut pas prétendre à un complément d'AEH. Après, le choix peut se faire entre les deux. Pour ceux qui ont assisté à tout le cycle de webinaire, effectivement, la PCH est détaillée dans un des autres webinaires qui a été fait. Donc, je vous invite à vous y reporter si vous avez plus de questions sur le sujet. Donc, voilà, dans les besoins pour la vie à domicile, si c'est un enfant, régler les dépenses courantes, un jeune enfant, ça ne rentrera pas en compte. Gérer le budget non plus, mais l'hygiène corporelle, oui. S'habiller, ça peut rentrer. Faire les courses, bah, c'est pareil, c'est plutôt pour les plus grands, voilà. Donc il faut, répondre en fonction des besoins, par rapport, se mettre toujours se placer par rapport à une personne qui aurait le même âge et qui n'aurait pas de difficultés. Par contre, je vais faire un petit écart pour préciser, par exemple, pour préciser autres besoins. Moi, j'ai des enfants TSA, haut niveau de fonctionnement, comme on dit. Et moi, je précise dans autres, je précise qu'ils ont besoin d'une incitation ou d'un rappel ou d'un déroulé ou d'un déclencheur pour faire les tâches. Parce que c'est important, parce qu'un enfant, de 12 ans ou 13 ans, qui n'est pas en situation de handicap, peut être en capacité d'être plus autonome qu'un enfant de 12 ou 13 ans qui aurait, un handicap. Donc c'est important, même si, évidemment on ne peut pas comparer un enfant qui aura un handicap très lourd à un enfant, qui est au niveau de fonctionnement en autisme. C'est quand même important de faire ressortir ses besoins. Voilà, ça c'est ma petite parenthèse. Et donc certains besoins sont pris en charge par la PCH en vert, là, qui se souligne en vert. J'espère que vous voyez bien. Donc, par exemple, l'hygiène corporelle, s'habiller, prendre les repas. D'autres commencent à être partiellement pris en compte depuis le 1er janvier 2023 avec l'introduction de la PCH de besoins de soutien à l'autonomie. Donc, c'est ceux qui sont en jaune. Gérer le budget, régler les dépenses, faire les courses, faire le ménage, prendre soin de sa santé. Le fameux projet de vie. Donc je redis, profitez de cette partie pour expliquer de manière détaillée mais concise quand même, les contraintes liées au handicap qui font que vous ne pourriez pas travailler à temps plein, par exemple. Temps partiel de scolarisation, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un des cas. Besoin d'accompagnement aux prises en charge, refus d'accueil à la cantine, au périscolaire, etc. On peut l'écrire sur papier libre et on essaie de ne pas dépasser 4 à 6 pages. C'est déjà très condensé. Je regarde où on en est. Au niveau de temps, on est pas mal. Donc, on arrive à la situation scolaire. Donc là, vous cochez, bah, soit il est en milieu ordinaire, soit il est à domicile, soit il est accompagné, je vais y arriver, par un service, de soins ou un établissement médico-social, ou il est en temps partagé entre l'établissement médico-social, le milieu ordinaire ou le domicile. Donc ça, c'est vraiment à voir en fonction de votre, situation. Heu et puis, vous avez en formation, supérieure, donc ça dépend vraiment de la situation. Il faut bien, remplir, en fonction de la situation. Le service de soins, c'est égal à l'hôpital de jour. L'établissement médico-social, c'est IME, ITEP, et les CESAD, par exemple. D'accord? Et vous avez aussi, c'est pas écrit sur la diapo, mais ça rentre dans ce cadre-là, pour ceux qui connaissent les dispositifs d'autorégulation en autisme, qui rentrent aussi dans les établissements, médico-sociaux. Dans ces cas-là, c'est avec accompagnement parce que les dispositifs d'autorégulation sont, directement, dans les écoles, dans les établissements scolaires. L'emploi du temps. C'est très important de remplir l'emploi du temps parce que ça montre
le nombre de rééducations, par exemple, même si évidemment ça peut être amené à changer. Alors, moi, j'ai pour habitude de mettre la date à laquelle je fais l'emploi du temps, puisque la date à laquelle des fois c'est variable, mais ça montre le besoin d'accompagnement, par exemple, du parent s'il y a des rééducations. Ça montre le fait qu'il est le nombre de fois où il est au domicile, par exemple, hein, s'il déjeune tous les midis au domicile, les soirs, les samedis, dimanches, etc. Donc c'est important de mettre, bah, s'il est sur l'établissement scolaire, s'il est dans un établissement, s'il a une rééducation. Donc c'est ça, et c'est ça qu'il faut marquer. Et c'est comme ça donne une idée effective de l'emploi du temps de la personne, et notamment de l'enfant. Parce que les aides ne seront pas proportionnées de la même façon si l'enfant est tout le temps à domicile ou s'il est à temps plein, s'il est scolarisé à temps plein. Voilà. Donc effectivement, c'est cette partie-là qui sert à établir par la MDPH à évaluer le temps disponible pour travailler. Et c'est pour ça qu'on insiste, parce que le temps disponible pour travailler, c'est pas votre temps disponible à vous, c'est en fonction de l'emploi du temps de votre enfant. C'est un peu des fois piégeux, parce que effectivement, on sait bien qu'on ne fait pas que les déposer, les ramener, etc., et qu'on a aussi des choses à préparer quand ils sont pas là, pas forcément avec nous. Mais la MDPH considère se base sur l'emploi du temps de l'enfant ou de la personne. Là, les besoins en C2, les besoins de la vie scolaire et étudiante. Donc c'est là que l'on va faire apparaître les besoins d'aide humaine. Alors, pour obtenir, c'est dans ce cadre-là qu'on peut demander, par exemple, pour obtenir une auxiliaire de vie scolaire ou une orientation, et remplir cette partie est inutile, mais pas suffisante, parce qu'il faut le GEVASCO, rempli lors de l'équipe de suivi de scolarisation ou ESS. Donc, pour tout ce qui est demande d'orientation scolaire ou d'AESH, il faut absolument ce GEVASCO. Par contre, vous pouvez le joindre après s'il n'a pas été fait et que vous voulez déposer votre dossier avant. Vous pouvez dire que vous joindrez le DG Vasco parce que l'ESS est programmé. Voilà. Joignez également tout courrier de professionnels qui suivent votre enfant et qui permettent de conforter la demande, notamment pour les AESH ou pour les orientations, je ne sais pas, ULIS, IME, enfin, selon les besoins que vous avez. Justement, Oriane, oui. J'ai une petite question. Alors peut-être que c'est prévu dans la réponse après, mais je me permets de la poser puisque pour moi elle est en phase. C'est j'envisage de faire une demande pour modifier uniquement AESH-M en AESH-I. Oui. Les autres notifications sont valides, etc. Dois-je faire remplir le CERFA médical par le pédopsychiatre ou plutôt par le CRA qui en 2021 avait déjà fait une demande d'ESHI? Eh bien, les deux sont valables, donc c'est à voir. Le CRA ou enfin le médecin du CRA ou le pédopsychiatre peuvent remplir. Je vous dirais comme ça d'aller vers enfin vers le médecin qui aura la réponse la plus favorable pour vous. Mais effectivement, si je vais y arriver. Votre CERFA médical date de plus d'1 an et qu'il ne figurait pas la demande d'AESHI dessus, il faut effectivement en faire remplir un autre et refaire le dossier. Et à ce moment-là, dans tout le dossier, vous préciserez bien que les droits que vous avez pour la l'AEH et tout ça qui restent les mêmes, et que vous ne faites qu'une demande de réévaluation sur cette histoire d'AESH. Donc, c'est important de le préciser et de faire le projet de vie dans ce sens-là, en fait. Et donc, on est d'accord que sur la page 1, on coche réévaluation de mes droits. C'était la seconde partie de la question. Et on est bien d'accord que CERFA médical doit obligatoirement être rempli par un médecin, que ce soit un généraliste, le médecin du CRA ou un des professionnels spécialistes qui suit votre enfant.
médical en tant docteur derrière, enfin quelqu'un qui sort de la fac de médecine, d'une façon ou d'une autre. C'est ça. Que Voilà. seulement un médecin et pas, par exemple, pas un psychologue ou pas un neuropsychologue qui ne sont pas médecins. Voilà. Hop. Donc, à la suite du C, donc du scolaire, on a le D, la situation professionnelle. Donc, ce qui concerne les adultes qui ont des besoins en matière professionnelle, il n'est pas question de l'emploi éventuel de l'aidant de l'enfant. Donc cette partie-là, faites attention quand vous remplissez, c'est pas votre situation à vous. Si on parle d'un enfant ou d'un ado et cetera, c'est la situation de la personne. On remet l'alerte parce que la question est souvent posée. Et puis, comme disait très justement Mathilde au début de ce webinaire, pour ceux qui n'auraient pas entendu, dans ce cadre-là de la situation professionnelle, on peut, parler de, RQTH, donc à partir de À 16 ans. partir, voilà, à partir du moment où on rentre en apprentissage, parce que quand on est en C'est ça. apprentissage, qu'on a un contrat d'alternance, de professionnalisation, etc., on est salarié de la société. Donc, à partir du moment où on est salarié, eh bien, avoir une RQTH pour des besoins en aménagement de poste, c'est important. Et juste à savoir, si vous avez des enfants qui sont en CFA ou autre, dans tout organisme de formation, les organismes de formation et CFA sont obligés d'avoir un référent handicap. C'est obligatoire depuis la loi de 2018, si je ne me trompe pas. Donc, si vous êtes dans ce cas-là, n'hésitez pas à aller le voir pour voir et en organisme de suivi pour les cours, quels sont les aménagements à mettre en place, et lui pourra aussi faire le lien avec l'entreprise. Bon, j'en dis pas plus, pardon. Voilà. Ce Non, n'est non, pas mais l'objet c'est du jour. oui, mais c'est intéressant quand même de savoir parce qu'il y a des ados, sans doute ou des parents d'ados qui nous écoutent et du coup, c'est important. Et donc, on arrive sur la dernière partie du dossier MDPH, la partie F, donc l'aidant familial. Donc, c'est facultatif, mais on encourage quand même à le remplir si vous souhaitez, parce que ça permet de montrer les besoins des aidants familiaux. Donc, voilà. S'il y a plusieurs aidants familiaux qui souhaitent exprimer leurs besoins, on en remplit plusieurs feuilles, chacun à la sienne, pour que ça soit bien identifié. Et donc, vous pouvez expliquer dans ce volet-là à la MDPH l'aide que vous apportez actuellement à la personne en situation de handicap et exprimer les attentes et les besoins. C'est indispensable à remplir lors d'une demande de PCH aidant familial, évidemment. Et puis, on conseille de le remplir même pour le complément d'AEH en lien avec la réduction du temps de travail ou la cessation de travail. Et même pour tous les autres, ça peut être intéressant de remplir. Donc voilà les attentes, on peut spécifier toutes les attentes. Donc certaines cases peuvent donner lieu à une décision MDPH, exemple, obtenir une contrepartie financière via l'AEH ou la PCH ou être affilié à l'AVPF, la fameuse assurance vieillesse dont on a parlé dans ce webinaire. D'autres sont plutôt à titre informatif, comme être conseillé, avoir un soutien psychologique, échanger avec d'autres aidants. Voilà. Vous avez aussi pour je parle d'échanger avec d'autres aidants, vous avez aussi les associations de parents hein, qui peuvent jouer ce rôle, mais vous pouvez en faire la demande si vous souhaitez à la MDPH. D'autres pourraient un jour donner lieu à des décisions MDPH, comme pouvoir se faire remplacer, avoir un développement éventuel des services de relayage. Donc là, c'est au choix, c'est vous qui décidez ce que vous remplissez, mais pour ce qui est de l'AEH et de la PCH et être affilié à la VPF, on vous encourage très, très fortement à les cocher ces cases parce que sinon, ça montre pas vraiment votre besoin. Hop. Et maintenant, nous en arrivons aux questions. Hop là. Donc, j'ai relevé quelques petites questions que j'ai gardées pour cette partie questions-réponses. Donc, il y en a une qui vient juste de tomber, c'est n'importe quel médecin peut remplir le certificat médical pour le dossier MDPH. Je croyais que c'était uniquement un spécialiste.
Non, c'est n'importe quel médecin, à condition qu'il veuille le remplir, et le remplir dans l'intérêt de la personne. C'est-à-dire que un médecin généraliste peut le remplir, mais s'il ne sait pas quoi remplir et qui vous coche, pour ceux qui ont déjà vu un certain NDPH médical, qui vous coche toutes les capacités de l'enfant en A, c'est-à-dire sans besoin d'aide, ça ne retrace pas forcément les besoins de l'enfant ou de la personne. Et donc, ça sera plus difficile d'obtenir une aide si le SAFA médical ne retrace pas les besoins. Donc, voilà, si vous avez un médecin traitant qui est tout à fait en capacité de remplir, ou quand vous faites par exemple un renouvellement, moi ça m'est arrivé, d'aller voir le médecin traitant et qui se base sur le CERFA, parce que je rappelle qu'on garde en double de tout ce qu'on envoie à la DPH. Donc, si vous avez le CERFA qui a été rempli par le spécialiste et que les délais sont plutôt longs pour le revoir et que vous avez besoin d'une petite modification ou de quelque chose ou de renouveler à l'identique plus ou moins, etc., vous pouvez vous tourner vers le généraliste et si il se sent de le faire et s'il accepte de le faire, voilà, vous pouvez lui demander à votre généraliste, il n'y a pas de problème. Très bien. Alors, Alors, j'essaie Audrey, de faire deux oui, choses en la même temps, mais j'y NDP, arrive pas. De pardon, du répondre coup, à une ça question et de réagit en retenir. direct. Pardon. La NDPH dit qu'elle préfère les certificats médicaux faits par des spécialistes. Oui, mais après, ce n'est pas une obligation. Donc, effectivement, si vous avez ou un écrit d'un spécialiste, ça peut aider, mais ce n'est pas non plus une obligation légale. Je sais pas. Voilà, alors il faut quand même joindre, en tous les cas, dans une première demande, les diagnostics aussi. On peut très bien le faire remplir par le généraliste. Et puis, à côté, apporter en fait les diagnostics ou des courriers de spécialistes. C'est peut-être dans ce cadre-là que la MDPH préfère des certificats médicaux faits par des spécialistes. C'est-à-dire que si seul votre généraliste, sans forcément qu'il y ait de diagnostic derrière, remplit le certificat médical, peut-être que là, la MDPH estimera et qu'il n'y a pas assez de spécificité. Et puis, j'ai aussi, en discutant avec des personnes de la MDPH, entendu dire que les médecins parfois se contentaient de remplir de façon assez succincte le certificat médical et que si c'est trop succinct, en fait, ça ne permet pas à la CDAPH de prendre une décision en votre faveur. Euh, voilà, vous remplissez en fait ce certificat médical, selon moi, avec le médecin de votre choix, mais celui qui le fera entre guillemets le plus sérieusement possible en tous les cas. C'est Je ne ça. sais pas si Oriane, tu partages cet avis ou pas, Tout à mais fait. et voilà. Alors, je reviens sur mon petit. J'ai qu'un seul écran, donc en fait, je fais apparaître tout au fur et à mesure. Il n'y a pas de souci. Oriane, je pense que cette question devrait être assez facile, je ne sais pas. La MDPH, pardon, excusez-moi, juste pour être certaine, je ne peux pas remplir la case aidant familial car l'enfant n'atteint pas les 80%. Alors en chat, peut-être que je me suis trompée ou pas, mais j'ai répondu en fait, eh bien tout dépend de si en même temps il y a une demande de PCH aidant familial qui est faite dans le dossier. Et si en fait il y a une demande de complément d'AEH qui est faite en même temps dans le dossier et que cette demande en fait est en lien avec une réduction de, de temps de travail. Je répète la question. Juste pour être certaine, je ne peux pas remplir la case aidant familial car l'enfant n'atteint pas les 80%. Alors, de quelle case on parle en fait? Parce que pour être sûr, la case aidant familiale, pour moi, c'est la partie F. Et on parle de remplir cette partie-là ou la question n'est Alors, pas claire à mon sens, je suis désolée. il n'y a pas de souci. Si la personne qui a posé cette question est toujours là, est-ce qu'elle peut préciser sa question rapidement dans le chat? Merci. Et sinon, je vois qu'il y a des Alors, questions qui s'accumulent, donc je te laisse aller regarder. Moi, je vais regarder un peu dans le chat justement si on est alors passé à côté de questions en attendant. tu vas dans le chat. D'accord, ok. Je n'ai pas coché la demande APPF. Est-ce qu'on a la possibilité peut-être de faire monter quelqu'un sur scène? Non, Oriane. Non, non.
pas aujourd'hui. Non, non, pas avec cette fonctionnalité. D'accord, ok, C'est très ça. bien. Non, mais ça aurait pu être plus facile pour préciser la La question. question. Je n'ai pas coché là. Donc, je vais répondre à Agnès dans le chat qui disait que les autorités verbalisaient souvent. J'imagine que c'est pour la carte de stationnement. Dans ces cas-là, il faut faire, si vous êtes bien sûr un parking public, hein, j'insiste, dans ces cas-là, il ne faut pas payer et contester l'amende, comme répondait Julie. Voilà, c'est important. Voilà. Sur le moment, il faut Alors, réagir sur le moment. en fait, je fais une réponse en même temps, je suis désolée. Oui, oui, non, mais je t'en prie. Moi, du coup, je continue à regarder dans le chat, comme ça. Et on vous remercie tous de votre compréhension. C'est ça. Puisqu'on n'est que toutes les deux, donc on essaie de faire au mieux pour vous répondre dans les meilleurs délais. Euh, Alors, personnellement, je Alors, vais juste revenir sur un... oui, Ah oui, tu as vas-y, peut-être des vas-y. questions en lien directement avec le dossier, vas-y. Alors là, j'ai dans le chat encore une question posée par Agnès. Comme c'est posé à tout le monde, je me permets de citer les noms, hein. Il n'est pas parfois utile de faire reconnaître le taux d'incapacité en cas de TND type TSA, comme on m'a dit que le taux était basé sur l'incapacité lourde. Ainsi, la demande sera-t-elle rejetée si j'en fais? Alors, non, le TSA, c'est pas forcément une incapacité lourde, ça dépend du niveau de TSA. Donc, je ne comprends pas pourquoi ça serait rejeté automatiquement. Au contraire, hein, même l'autisme, en général ouvre, enfin les TSA en général ouvrent un droit au minimum à 50 en général, effectivement à condition d'avoir des besoins. Donc il ne faut pas hésiter à lister ses besoins. C'est ça des fois la difficulté quand on est sur, un TND ou un TSA, dit, au niveau de fonctionnement ou dit léger parce que ça implique quand même des conséquences. Mais, non, non, c'est pas forcément, basé sur la capacité lourde, pas du tout. Alors, je voulais juste rajouter, en fait, tout Mmh. dossier envoyé à la MDPH, à partir du moment où la MDPH statue, il y a un taux d'incapacité qui va avec la pathologie de la personne ou autre. Alors, ce taux d'incapacité, il est en lien, en fait, avec les limitations et les restrictions que la personne rencontre au quotidien. Oui, C'est-à-dire, voilà, c'est pas lourdeur ou pas lourdeur, parce que, enfin, il y a plein de qualificatifs comme ça. En fait, en fonction des éléments qui sont dans votre dossier MDPH, en fonction des certificats, des médecins, etc., et puis de ce que vous dites, comme vous l'a dit Oriane, tout au long de ces webinaires, en fonction de ce que vous cochez dans votre besoin au quotidien de l'enfant, en fait, le taux d'incapacité est fixé en fonction de ça. c'est C'est pas ça. un taux d'incapacité intellectuelle, pas du tout, c'est un taux d'incapacité qui est fixé en fonction des limitations euh, liées au handicap, à ce que ça engendre en fait dans le quotidien de la personne. Ça C'est peut être ça. pour se déplacer, ça peut être pour s'habiller. C'est pas forcément l'incapacité, c'est pas lié à une déficience intellectuelle. Voilà, c'est tout ce que Tout à fait. je voulais ajouter. Je vais soulever la question de Jean-François aussi dans le chat. Pour le SS de mon fils, notre psychiatre n'a pas l'habitude de prescrire de la luminothérapie. Est-ce que la sécurité sociale prend en compte ces soins pour la dépression saisonnière? Je ne pense pas que la sécurité sociale prenne en compte ce genre de soins. Et je ne pense pas non plus que ça rentre dans les soins possibles pris en charge dans un dossier MDPH, je ne suis pas sûre. La luminothérapie, parce que c'est vraiment spécifique et je ne suis pas sûre que ça rentre dans le cadre. À voir. J'ai une question qui revient Oui, sur la VPF. J'ai eu le complément d'AEH pendant 2 ans. Avons-nous oui. droit à des trimestres supplémentaires? Alors, on Alors, rappelle quand même que tout ça, c'est très nouveau pour nous, puisqu'il y a eu plein de c'est changements. ça, c'est ça. Et donc, je vais rappeler que
la VPF, effectivement, il y a beaucoup de changements. Et là, les trimestres supplémentaires, c'est différent du nouveau changement qui est sur. Alors, je vais essayer d'aller pour moi retrouver. Hop, retrouver la diapositive pour me rebaser dessus parce que je ne les connais pas encore par cœur. Alors, voilà, la VPF. Donc, entre l'affiliation vieillesse du parent au foyer, il y a une différence entre cette affiliation possible depuis cette année pour les enfants en situation de handicap reconnu entre 50 et 80%. Et il ne faut pas confondre donc justement avec l'acquisition de trimestres supplémentaires possibles. Alors, l'acquisition, hop, je vais Alors, du trouver. coup, moi, je suis en train Oui, de chercher puisque j'ai une question, c'est où est la case AVPF à cocher sur le dossier MDPH. Donc, je suis en train de prendre le dossier sur Internet. Alors, je vous avouerai que moi, je ne l'ai pas coché. alors elle est en E, je peux te le dire parce qu'on l'a passée, elle est en E. Ben voilà. Donc, c'est sur la page 35 de notre webinaire où c'est marqué affiliation gratuite à l'assurance vieillesse des parents. Et puis, vous pouvez la cocher aussi en F, donc sur la partie parents qu'on vient de passer. Donc, en E, c'est en E1, c'est demande relative à la vie quotidienne. Et donc, si vous avez moins de 20 ans, et il y a la case, on l'avait passé tout à l'heure. Et comme vous allez Alors, recevoir le juste support du webinaire, Oriane, vous pouvez répondre pardon. dessus. Pardon. Euh, j'ai dans les questions, alors c'est plutôt une remarque au départ ou une question. Je veux revenir dessus parce que je la comprends pas trop. Ah oui, mais attends, Excusez-moi, mais excuse-moi parce que je voulais finir avec la ah, VPF pardon, tout excuse-moi. à l'heure, sinon je vais m'embrouiller. Pas de Alors, la souci. VPF est la majoration de trimestre. La majoration de trimestre est prise en compte en fin de carrière. Et là, ce n'est pas une demande à faire à la MDPH. Donc, c'est si on n'a pas atteint 172 trimestres cotisés. Et puis, je voulais aller voir. Donc, ça dépend si vous êtes dans le privé. Je vous invite à vous reporter sur les slides de la formation que vous allez recevoir. C'est les slides 39, 40, 41 ou jusqu'à même 44 où vous aurez le détail entre si c'est sur la vie privée ou dans la vie ou dans le pas dans la vie privée, dans le privé ou dans le public, pardon. Et dans ces cas-là, effectivement, je regarde dans le privé, c'est si un enfant handicapé a plus de 80% et qui perçoit l'AEH plus le complément ou la PCH. Et là, on a le droit à une majoration de trimestre. Ou si on est aidant d'un adulte handicapé reconnu à plus de 80%. Hein. Donc, c'est les slides qu'on a passés tout à l'heure. Donc, je vous invite à revenir dessus. Et si vous avez des questions plus précises, de voir, de revenir vers l'équipe de Toupie à ce moment-là. Voilà pour répondre. Je t'écoute, Mathilde. Alors, je reviendrai juste dessus. Je veux juste refaire un rapide tour et refermer la parenthèse puisque je l'ai ouverte alors que ce n'est pas le thème du jour sur la RQTH à partir de 16 ans lorsqu'on est en apprentissage. À partir du moment où on est en apprentissage, qu'on a un temps à l'école et un temps en entreprise, on peut faire une demande de RQTH. Sachez aussi juste que la CMI invalidité, et seulement celle-là, vaut aussi comme titre de bénéficiaire de l'obligation d'emploi de travailleur handicapé, tout comme si vous avez l'AAH, c'est aussi un titre qui vous permet de justifier de l'obligation d'emploi de travailleur handicapé. Voilà, ce sont les documents. Après, on a probablement prévu de faire des webinaires sur les cycles adultes, mais pour l'instant, ce n'est pas encore monté. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez aussi voir là-dessus avec la MDPH ou les CCAS, les caisses communales d'action sociale dans vos mairies qui peuvent vous renseigner et vous donner aussi des informations. Voilà, je referme juste cette parenthèse parce que ça ne faisait pas l'objet de l'information du jour, mais il y a eu quelques questions là-dessus. Donc, D'accord. je ferme. Voilà. Très bien. Je ne sais pas
si tu as vu… J'avais encore une ou deux questions dans le chat. Oui, Julie, notamment, qui pose des questions sur sur l'attribution ou pas de la JPP pour son cas personnel. Alors, Julie, je vous invite à formuler le contexte dans lequel ça a été fait et pourquoi ça vous a été, enfin, ce qui vous avait été répondu, à le formuler à tout prix par mail. Ça sera, je pense, plus simple pour que la personne puisse répondre sur votre dossier en particulier, parce que c'est une particularité et que ça sera difficile de répondre à toutes les particularités là, ici. Alors, par contre, Elodie qui nous dit l'article mentionné est un article abrogé concernant les universitaires. Alors, je vais regarder parce que ce n'est pas moi qui ai fait le support. Et donc, je vais remonter cette information-là à Marion, qui est la créatrice des supports, pour effectivement voir s'il n'y a pas une erreur. Ça peut arriver. Donc, je regarderai ça dès qu'on aura fini le webinaire. alors j'en profite pendant que tu Oui. notes pour répondre à Nathalie qui dit concernant la demande pour un enfant majeur mais qui a moins de 20 ans, le dossier doit-il être rempli par le parent ou par l'enfant? Le dossier est rempli par vous. De toute façon, comme l'a dit Oriane tout à l'heure, je suis désolée pour le bruit derrière, c'est mon fils. La majorité dans le cadre du handicap est à 20 ans. C'est ça. Donc, mais même après les 20 ans de votre enfant, vous pouvez remplir le dossier avec lui ou l'aider à le remplir. Alors, je vais faire une précision là-dessus. Entre 18 et 20 ans, si vous n'avez pas fait de demande d'accompagnement spécifique, c'est-à-dire je vais retrouver de tutelle, de curatelle ou le nom m'échappe. Habilitation familiale. Voilà, d'habilitation familiale. Euh, pour la MDPH, il n'est pas encore adulte, mais dans la vie de tous les jours, il est considéré comme adulte et donc il peut être amené à faire seul et vous pouvez ne pas avoir votre mot à dire. Donc ça, c'est une partie importante. Ça va être une parenthèse aussi, hein, mais ça répondra à la question. C'est une partie importante. Donc avant les 18 ans de votre enfant, il faut s'en soucier de savoir s'il est en capacité de faire ses papiers tout seul ou si vous devez intervenir. Et si vous devez intervenir, il faut aller chercher ce qui vous conviendra le mieux à vous et à votre enfant ou à votre jeune adulte du coup. Pour pouvoir l'aider dans ses démarches. Parce qu'à partir du moment où, selon la loi française, il a 18 ans, il est considéré comme un adulte et donc doit faire les choses par lui-même, sauf si il y a une mesure particulière. Voilà. Donc ça, c'est… et s'il y a une mesure, évidemment, selon le type de mesure, vous pouvez être amené à intervenir. Vous pouvez être amené à intervenir même si vous n'avez pas fait de demande particulière, évidemment, hein, ça reste dans le cadre de l'accompagnement de son enfant, mais, ou de son jeune adulte, mais il faut savoir que si vous n'avez pas fait cette demande d'habilitation ou de tutelle ou de curatelle selon les besoins, eh bien, normalement, vous n'avez pas votre mot à dire et donc ça peut être plus compliqué de participer à la vie administrative de son enfant et vous pouvez avoir des bâtons dans les roues. Donc, c'est important de s'en soucier. Voilà. Je veux juste donc Oriane revenir sur Oui. une intervention qui est dans les questions-réponses. Oui. Je la lis et j'y répondrai. Et à vous écouter, si on n'a pas les droits, cela semble pour vous relever du fait qu'on ne remplit pas correctement le dossier. Je ne pense pas que ce soit ce qu'on est dit. On ne se permettrait pas de juger à ce niveau-là. On peut donner des tuyaux et des conseils sur la façon de remplir les dossiers en fonction de nos expériences personnelles, parce que tout ce qu'on vous donne là et tout le support qui a été construit se base sur des recherches, sur des choses qui sont véridiques, et se base aussi dans ce qu'on vous répond, les interventions, sur des choses personnelles. On ne se permet pas en aucun cas de juger du fait que vous remplissez bien ou pas bien un dossier. Et puis, cette personne aussi nous interpelle en disant, vous ne pensez pas que certaines MDPH abusent ou rejettent des droits? Que dire des rapports systématiques, etc. Nous n'avons pas à juger. Nous offrons là, en fait, une formation, un webinaire pour que ce soit des supports et des soutiens pour vous, pour vous aider à aller plus loin, parce que nous-mêmes, quand on a commencé à faire face à tous ces dossiers, à toutes ces administrations, on a pu se retrouver perdus.
on n'est pas là pour donner notre avis, on n'est pas là pour juger. Voilà. Tout à Je fait. voulais juste Tout préciser à ça. fait. La seule chose que j'ai dite, en fait, qui pourrait être interprétée comme ça, c'est effectivement, il faut avoir conscience que si on ne met pas tous les besoins de la personne sur le dossier MDPH, eh bien, il ne pourra pas être étudié en tant que tel et donner droit à une décision voilà, qui soit cohérente. Mais ce n'est pas pour ça qu'on juge, comme disait Mathilde. Le but, c'est de vous alerter sur le fait qu'il faut bien mettre tous les besoins. Sinon, effectivement, ça ne sera pas lu, ça ne pourra pas être lu puisque les équipes de la NDPH ne peuvent pas deviner ce qui n'est pas écrit. Donc, c'est en ça qu'on souligne que c'est important. Julia, pardon, effectivement, euh, sur les systèmes, sur vos questions qui sont sur un dossier très personnel avec, j'imagine, des critères qui vous sont personnels, je vous invite à les réadresser à l'association par mail. Ce sera plus simple de répondre. Alors, je remets pour tout le monde le lien. Je l'ai mis un petit peu plus tôt. Oui, Hop là. Alors, comme ça tombe à propos juste là, voilà. Je vous mets juste http toupie.fr/contact1/. Vous avez soit un formulaire à remplir, soit l'adresse email et puis le numéro de téléphone aussi. Enfin, voilà, vous avez tout. c'est ça. On a une question d'Audrey qui dit que faire si le GVASCO est incohérent par rapport au projet de vie. Vous avez le droit quand vous recevez le double GVASCO, parce que je rappelle que vous devez en recevoir un double et vous pouvez demander à en recevoir un double avant qu'il soit diffusé aux professionnels. Vous avez le droit d'y apporter des corrections. C'est un point important. Alors, évidemment, c'est sûr que le GVASCO a plus de poids s'il est rédigé dans le sens du dossier NPH, mais ce n'est pas toujours le cas. Et donc, vous avez le droit d'y apporter des corrections et de démontrer, en fait, le besoin. Là, vous parlez en l'occurrence d'AESH, Audrey, de démontrer le besoin d'AESH pour votre enfant et donc de démontrer le besoin d'aide qu'il peut y avoir. Faites-vous appuyer, c'est très important, effectivement, des professionnels qui suivent la personne aussi pour ce genre de réponse. Et comme ça, vous pouvez démontrer ce besoin d'aide. Si vous avez, je ne sais pas, l'orthophoniste, la psychomote, etc., qui vont tous dans le sens d'une demande d'AESH, que le médecin aussi vous appuie sur le certificat médical, que vous expliquez bien dans le projet de vie pourquoi il a besoin et comment il a besoin de cette aide humaine. Même si le GVASCO ne va pas dans le sens, il y a plus de chances que ça fonctionne. Voilà. Alors, pour information personnelle, ça vaut ce que ça vaut. Je me rappelle qu'une année, en fait, j'étais pas d'accord avec ce qu'avait rempli l'enseignant référent dans le GVASCO. Et donc, j'avais fait une note. Je ne sais pas si ça a servi ou pas, mais je crois que je n'avais pas signé le GVASCO de mémoire parce que ça remonte quand même et que j'avais rajouté une note personnelle. Je ne sais pas si ça marche dans tous les cas. Je ne sais pas si ça a servi à quelque chose, mais il fallait que je montre à ce moment-là que je n'étais pas totalement d'accord sur tous les points. Voilà. Je ne sais pas ce que tu Tout en à penses, fait. Oriane. Alors, la signature, je rappelle que la signature, ce n'est pas la signature du GVASCO en lui-même pour dire qu'on est d'accord ou pas d'accord avec, c'est juste la signature pour dire qu'on était présent. Ah, ça, Donc, c'est ça sur n'a la feuille pas. d'émargement? Oui, c'est sur la Non? feuille d'émargement, ce n'est Oui. pas ça n'a pas valeur de dire qu'on est d'accord avec tout ce qui est dedans ou pas. C'est juste, on était présent à ce moment-là, donc on a signé notre présence, en fait. Voilà. Alors, je voulais juste savoir pour Mercedes, est-ce Oui. que au fil des discussions, Mercedes, on a fini par répondre puisque Mercedes n'a coché que la case F2 et comme on a dit qu'on pouvait aussi cocher la E1, elle se demande s'il fallait obligatoirement cocher les deux dans le cadre de la VPF, pardon.
Oui, alors Voilà. c'est mieux, mais après, il faudra voir ce que la MDPH répond à ça. Effectivement, normalement, il faut cocher les deux, mais après, parce que ça reprend, en fait, ça reprend les demandes. Du coup, en eux, ça reprend les demandes. Et du coup, quand les personnels de la MDPH vont coter votre dossier ou vont remplir la partie qu'il faut dans le dossier, ça va être plus simple pour eux. Si votre dossier n'est pas du tout passé, si vous l'avez envoyé il n'y a pas longtemps, rien ne vous empêche de réimprimer une page et de dire annule et remplace, voilà, et et de bien spécifier le nom, le prénom, le numéro de reconnaissance MDPH si vous l'avez déjà, si ce n'est pas une première demande, et de ne pas hésiter à renvoyer ça en recommandé avec accusé de réception à la MDPH. Ça m'est arrivé il y a quelques temps, j'avais scanné mon dossier pour garder une trace, et puis j'avais oublié dans le scanner une des pages, et donc je l'ai renvoyé 2 ou 3 semaines après. Ils s'en étaient même pas encore rendu compte. Donc voilà, c'est une possibilité. Tant que votre dossier n'a pas été étudié, si ça fait. Voilà. Hein, si on est encore dans les 4 mois et qu'il n'a pas été étudié, vous pouvez toujours renvoyer des documents complémentaires, que ce soit une page, parce que vous vous êtes dit, ah bah là, finalement, je n'ai pas demandé ça, ça ne va pas aller. Ou si vous voulez joindre, je ne sais pas, un devis qui vous est arrivé entre-temps, etc. Donc, il y a pas mal de questions pas Mercedes nous répondues. Donc, remercie. on va essayer de répondre à celles. Donc ça, on a répondu du coup. Alors, un spectateur anonyme qui nous a dit que les devis ont été refusés par la MDPH. Il faut voir pourquoi ils ont été refusés, sur quelle base, quels étaient les types de devis, pour quel type de prise en charge. Là, je ne pourrais pas répondre comme ça. Alors, j'ai une question peut-être plus facile, mais je ne sais pas. Oui. J'attends. Quel domicile doit-on déclarer pour un étudiant qui alterne entre résidence étudiante la semaine et domicile des parents le week-end et les vacances? Alors moi, je serais tentée de répondre que tant qu'il est sous votre responsabilité déclaration, c'est le domicile familial euh, qu'on renseigne, dans la mesure où tous les papiers doivent arriver là-bas. Maintenant, si vous souhaitez que les papiers soient adressés peut-être directement à votre enfant, donnez son adresse étudiante, mais l'adresse parentale, enfin celle du domicile familial, elle est quand même l'adresse la plus sûre parce que celle qui bougera le moins et pas en fonction des études de votre enfant ou des différentes villes dans lesquelles il peut aller. Et puis, je dirais dans ce cadre-là aussi, ça dépend aussi de l'enfant, si c'est lui qui gère un petit peu les papiers ou si c'est vous qui gérez les papiers. Et du coup, ça sera peut-être plus simple de recevoir au domicile parental que, directement. Alors là, c'est une partie, j'avoue, je ne me suis pas encore trop penchée sur cette partie-là du dossier parce que moi, j'ai des enfants jeunes. Mais effectivement, il faut voir, peut-être il y a possibilité de aussi de voir si, je vais y arriver, de voir s'il y a possibilité de mettre 2 adresses pour dire qu'il n'est pas tout le temps au domicile familial, mais ça, je ne sais pas, j'ai pas été regarder le détail du dossier sur cette partie-là en tant qu'étudiant.